Bonjour à tous, nous voici donc pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée au règne d'Antiochos IV et plus particulièrement la répression de la révolte des Juifs. Donc on s'était arrêté vers l'année 170 au moment où Antiochos IV entreprend une campagne militaire en Égypte. Donc c'est l'un des rares rois séleucides à être parvenu jusqu'au cœur de l'Égypte. Il y a même des sources antiques qui mentionnent qu'il aurait pu prendre le titre de pharaon à Memphis. Bon, ça reste à prouver. Enfin, quoi qu'il en soit, sa tentative d'annexion de l'Égypte, ou en tout cas de la mise à mal de la dynastie lagide, a été réprimée par les Romains, qui ont lancé un ultimatum resté célèbre à Antiochos, sachant que l'Égypte fournit à l'époque du blé aux Romains, alors en guerre contre la Macédoine. Donc quoi qu'il en soit, Antiochos est contraint de quitter l'Égypte du fait de l'ultimatum des Romains, et c'est à ce moment qu'éclate une révolte à Jérusalem, donc qui est restée très célèbre. Donc comme je l'ai dit dans le préambule de la première vidéo, ce sont des faits historiques bien connus, notamment par les deux premiers livres des Maccabées. Donc je l'avais déjà expliqué, mais donc les Maccabées sont donc le nom d'une famille, Juda Maccabée, qui plus tard va fonder ce qu'on appelle la dynastie hasmonéenne, qui va régner, on peut le dire ainsi, sur la Judée de 140 à 37 avant notre ère. Mais bon, en tout cas, les livres des Maccabées à retenir, les deux premiers livres en tout cas sont dans la Bible chrétienne, mais ne sont pas dans la Bible hébraïque. Donc c'est quand même intéressant de le noter. Pour le coup, on y reviendra, je l'ai déjà aussi évoqué. Alors, pour revenir donc à l'hellénisation de la Judée, qui est déjà assez ancienne, il faut d'abord voir que Antiochos est réputé déjà pour être un promoteur de la culture hellénique, à l'intérieur comme à l'extérieur de son empire. On avait déjà noté qu'il avait été quelques années en otage à Rome, du fait de la paix d'Apamée, donc par son père Antiochos III. Et il a résidé aussi à Athènes, et il a pas oublié ce séjour à Athènes, parce qu'il va financer la construction d'un temple, le grand temple de Zeus Olympien. Et il fait également ériger un autel et des statues à Délos. Donc tout ça est prouvé par l'archéologie. Alors, à voir aussi que on pense qu'il est influencé par la philosophie épicurienne, c'est à noter également. Alors pour revenir à l'hellénisation de la Judée, elle est d'abord, on pourrait dire, le fait des élites, en tout cas de certaines élites juives hellénisées, sous l'impulsion à l'époque donc d'Antiochos IV, d'un grand prêtre donc du temple de Jérusalem, qui s'appelle donc de son nom hébreu Joshua, mais qui a été hellénisé en Jason. Et cette hellénisation provoque la réaction des Juifs traditionnalistes. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que la révolte des Juifs n'est pas spécifiquement, on va dire, tournée vers Antiochos IV. C'est d'abord, on pourrait dire, un conflit interne au sein des élites juives. Alors, il faut bien voir que l'occupation grecque, en tout cas de la culture hellénistique, engendre un certain progrès matériel, une période également, on pourrait dire, de prospérité dans ce que les Grecs appellent à l'époque la Coélie-Syrie, la Syrie creuse, donc ce qui mène à la formation d'élites hellénisées au sein de la population juive. Et qu'on imagine bien que cette hellénisation engendre des tensions avec les juifs plus orthodoxes. Alors pour revenir aux faits, en 175, donc au moment où Séleucos IV est assassiné par son vizir, donc qui est le frère aîné d'Antiochos IV, il y a le grand prêtre de Jérusalem, donc qui s'appelle Onias III, qui arrive à Antioche pour se justifier d'avoir refusé
de donner une part du trésor du temple aux Séleucides. Et donc il est accompagné par son frère, donc Joshua, hein, qui se fait appeler Jason, et celui-ci intrigue auprès d'Antiochos, qui finalement le désigne comme grand prêtre, hein, sachant que Jason, on va dire, soutient le parti hellénique. Et à noter que donc en fait Antiochos va accorder le droit à Jason de transformer Jérusalem en polis, donc en cité grecque. Et en échange, Jason lui promet une augmentation du tribut. Donc en clair, hein, donner le statut de police permet à Jérusalem d'avoir plus d'autonomie. Alors cette transformation de Jérusalem en cité grecque est demandée par donc voilà une partie des Juifs hellénisés, sauf que Jason finit par être évincé donc par un dénommé Ménélas, qui là aussi est un nom qui a été hellénisé, vers 172, et celui-ci agit donc en tyran, hein, soumettant Jérusalem à une forte pression fiscale, et Ménélas donc, vient plaider un moment sa cause à Antioche, hein, et fait assassiner l'ancien grand prêtre Onias, hein, qui s'était réfugié. Et donc cet assassinat marque profondément Antiochos, hein, qui considérait l'ancien grand prêtre comme un saint homme. Alors, revenons maintenant sur ce qu'on pourrait appeler la persécution des Juifs, bon, avec des guillemets. Alors, bien voir que les Séleucides, comme avant eux les Lagides, parce que il faut bien voir que cette la Judée ou la Syrie creuse a été longtemps possession lagide, et que ça a été récupéré récemment par les Séleucides, sous Antiochos III, vers à peu près 200. Donc en tout cas, les Séleucides comme les Lagides, donc même s'ils détiennent la suzeraineté sur la Judée, respectent la culture juive et ne nuisent pas aux institutions traditionnelles, ni d'ailleurs aux autres religions locales de leur empire. Alors à voir que le soutien donc des Juifs à Antiochos III a été récompensé à travers une charte qui affirme l'autonomie de la religion juive, tout en interdisant tout de même l'accès des étrangers et des animaux impurs dans l'enceinte du temple. Alors cette politique plutôt conciliante est radicalement remise en cause donc, par Antiochos IV. Alors, soit c'est du fait d'une révolte, en fait, donc il réprime une révolte, comme on le suppose, des traditionnalistes ou des orthodoxes, soit en fait c'est une réponse à des querelles autour de la fonction de grand prêtre. Comme on a vu, il y a une querelle à la tête, on va dire, des élites juives, et Ménélas, qui est un peu un tyran pro-Hélène, finit par prendre le pouvoir. Donc finalement, Antiochos va agir, on va dire, de manière assez inconsidérée, parce qu'en 168, il va donc consacrer le temple de Jérusalem à Baal-Shamin, donc une divinité phénicienne, une des manifestations du dieu Baal, et va même y placer un culte dédié à Zeus. Alors les Juifs hellénisés peuvent continuer de servir Yahvé, dont un autel subsiste tout de même. Alors on peut considérer que c'est une volonté syncrétique derrière ça. Il remet pas totalement en cause évidemment l'existence de la religion juive, mais il veut aboutir à une forme de syncrétisme afin de s'adapter aux besoins des colons militaires donc grecs, qui commencent à s'installer à Jérusalem, colons grecs, mais aussi syro-phéniciens. Donc ça explique aussi pourquoi il intègre une divinité phénicienne, donc Baal-Shamin, dans le temple. Mais donc ça suscite une très forte agitation dans une ville qui est déjà accablée par le poids des taxes et aussi évidemment qui veut résister face à cette hellénisation forcée. Alors l'année suivante, Antiochos va promulguer un édit, donc c'est très célèbre, alors qu'on appelle parfois un petit peu abusivement édit de persécution,
Et déjà à noter la petite nuance, c'est qu'il concerne uniquement les Juifs donc de la Samarie et de la Judée, donc les deux entités qu'on peut voir sur la carte, et non pas ceux de la diaspora. Donc ça ne concerne pas, par exemple, les Juifs d'Alexandrie. C'est à noter. Alors il va quand même assez loin, hein, parce que il ordonne d'abolir la Torah. Donc la Torah, qui est pas simplement un texte religieux, mais qui est la loi, hein, la Torah qui signifie la loi. Donc la Torah fait office, on pourrait dire, de support pour la foi, mais c'est également, on pourrait dire, un support juridique. Et c'est là où on pourrait considérer qu'il commet une erreur, parce que abolir la Torah n'est pas simplement un fait religieux, c'est abolir, on pourrait dire, carrément le cadre, on pourrait dire, institutionnel ou juridique des Juifs. Alors, il va même assez loin aussi dans la provocation, on pourrait dire, hein, mais il va imposer d'offrir des porcs en sacrifice au temple, et il interdit même la circoncision. Alors, les historiens, je parle des historiens, je parle pas forcément dans la tradition juive, hein, pour avoir un peu plus d'objectivité, mais en tout cas, les historiens considèrent que c'est pas forcément un fanatisme anti-judaïque, que de toute façon, si les épicuriens considèrent que c'est pas un fanatique, mais il veut d'abord, on va dire, agir de manière politique pour mettre fin à une révolte locale. Alors, c'est là où il commet quand même une terrible maladresse, c'est que, comme je disais à l'instant, la Torah fait office de, on pourrait dire, de support également juridique. Donc, on s'en vient à abolir les cadres traditionnels des Juifs. Alors, cette politique lui vaut le surnom d'Épimanès, donc qu'on traduit par l'insensé, donc qui est un jeu de mots avec son épithète d'Épiphane, hein, d'illustre. Et à voir que donc toute cette politique va susciter donc la révolte des Maccabées, qui aboutit finalement à l'émancipation de la Judée, hein, qui va contribuer aussi bien sûr à la lente désintégration de l'empire séleucide. Donc je reviens relativement rapidement sur la révolte des Maccabées. Je vais pas faire toute cette révolte parce que elle prendra fin après le règne d'Antiochos IV, mais bon, en tout cas j'insiste, elle est bien connue. Donc grâce aux deux premiers livres des Maccabées et aussi le livre de Daniel, donc qui est un livre de prophétie, on dirait a posteriori. Donc j'avais déjà parlé à propos d'Alexandre. Hein. Alexandre est évoqué dans le livre de Daniel, hein, comme plutôt un ami du peuple juif. Enfin bref. Donc en tout cas, j'insiste une dernière fois là-dessus sur le livre des Maccabées, donc qui est inclus dans la Septante. Donc la Septante qui est on va dire la version grecque de la Bible hébraïque, hein, qui a été composée à Alexandrie. Et inclus également dans l'Ancien Testament des chrétiens, mais n'est pas dans la Bible hébraïque. Donc j'insiste bien là-dessus. Donc pour revenir à la révolte proprement dite, donc on a bien compris qu'Antiochos avait mené une politique, on pourrait dire, de profanation. Il va même jusqu'à entrer dans le Saint des Saints, voilà, c'est quand même un sacrilège. Alors que seul le grand prêtre était autorisé à le faire une fois par an. Et en plus de ces profanations, donc dans le cadre de ce qu'on appelait l'édit de persécution, il va faire massacrer de nombreux juifs et rétablit le grand prêtre Ménélas, donc supposé pro-séleucide. Alors à bien voir que voilà, il agit pas seul. Antiochos IV, il a le soutien d'une partie des élites hellénisées incarnées par Ménélas. Alors, il y a d'autres historiens qui estiment qu'Antiochos, en fait, agit aussi par appât du gain, parce que il a, comme son père, la réputation sacrilège d'être un pilleur de temple. On rappellera que son père a été tué en pillant un temple en Élimaïde, et qu'en fait, ses actions pourraient être aussi le moyen de financer des campagnes militaires à long terme. Alors, après ce passage remarqué, on pourrait dire, d'Antiochos à Jérusalem, une nouvelle révolte de traditionalistes prend racine, dirigée donc par la famille des Maccabées. Et là, Antiochos réagit, fait détruire les murailles de la ville et bâtit une forteresse pour y placer donc des colons militaires et dans laquelle trouvent également refuge les juifs hellénisés.
Alors, il y a une partie des habitants de Jérusalem qui alors se réfugient dans les campagnes et dans le désert, et qui va mener une forme de guérilla pendant quasiment 20 ans. Alors la révolte va prendre corps au moment où Antiochos en fait est occupé en Iran, on y reviendra, contre les Parthes, et il envoie différents stratèges qui sont battus par le chef donc, des traditionalistes qui s'appelle Judas Maccabée, et qui a donc donné son nom à la révolte. Alors il y a plusieurs batailles assez connues, notamment celle d'Emmaüs, où les Séleucides sont battus. Alors à voir aussi que cette insurrection a vraiment visiblement des motivations anti-séleucides, sachant que Jérusalem est aussi accablée donc, par le poids de la fiscalité et puis de manière plus générale la résistance face aux mœurs grecques. Alors, finalement, Antiochos a quand même, on va dire, une politique conciliante parce que il met fin à la persécution et amnistie les Juifs. Donc, il met fin à son édit et amnistie les Juifs afin qu'ils regagnent leur foyer. Donc, par l'intermédiaire de son grand vizir qui s'appelle Lysias, qui laisse quand même Ménélas dans ses fonctions. Bon, sauf que Judas Maccabée poursuit la lutte. Même après la mort d'Antiochos, dont on parlera tout à l'heure, et il finit par s'emparer de Jérusalem. Donc il va procéder à la purification du temple et rendre définitivement le sanctuaire aux Juifs pour le culte de Yahvé. Et ce retour, on va dire, des Juifs dans leur temple sacré marque ce qu'on appelle la fête de l'édification, donc qui a lieu au mois de décembre, qui est ce qu'on appelle l'Hanouka, donc qui est une des plus grandes fêtes juives, et donc qui tire son origine du retour, on va dire, du sacré dans le temple de Jérusalem. C'est quand même à noter. Donc c'est pour ça qu'Antiochos IV est si connu, en tout cas si mal famé dans la culture ou la religion juive. Alors à voir aussi que la révolte des Maccabées est conduit donc à la rédaction d'un livre de pseudo-prophétie, donc on appelle le livre de Daniel, où est évoqué un méchant roi du Nord, donc associé, on imagine, à Antiochos IV, et la représentation d'Antiochos qui attaque la ville sainte inspirera plus tard les représentations chrétiennes de l'Antéchrist. Quand même intéressant de le noter. Donc finalement, on peut considérer que cette révolte des Maccabées est une résistance nationale, presque une guérilla, on peut le voir comme ça, face donc à une oppression qui est politique, culturelle, mais aussi cultuelle. Mais de plus en plus, les érudits modernes considèrent qu'en fait Antiochos intervient dans une guerre civile qui était préexistante entre les traditionalistes et les juifs hellénisés. Alors, pour revenir quand même vite fait sur la révolte des Maccabées, il y a une des batailles donc, les plus célèbres qui a lieu en 162, donc on est là sous le règne de Démétrios Ier, donc après Antiochos IV, c'est la bataille de Beth Zaccaria, qui voit donc la victoire des Séleucides, mais on pourrait dire victoire à la Pyrrhus, parce que ça n'empêche pas plus tard l'autonomie des Maccabées, qui vont fonder une dynastie qu'on appellera les Asmonéens. Donc ils sont pas tout à fait rois, mais enfin on peut considérer qu'il y a une autonomie de fait. Donc on peut apparenter ça à une forme de guérilla, quelque chose d'assez contemporain, d'assez moderne dans cette révolte des Maccabées. Alors je reviens à la fin du règne d'Antiochos IV. C'est que il avait des ambitions multiples. C'était donc déjà de conserver la Syrie, de faire la guerre au Lagide, donc c'est la 6e guerre de Syrie, donc il est même, on l'a dit, il a marché jusqu'au cœur de l'Égypte, il a juste été contraint par les Romains, il doit faire face aussi à la révolte des Juifs, on l'a vu, et il cherche aussi à rétablir définitivement l'autorité des Séleucides dans les satrapies orientales, que son père a évidemment soumis et parcouru lors de sa fameuse anabase. Là,
La nature et l'ampleur exacte de ces projets restent méconnus, mais on peut supposer qu'il cherche à faire face à l'expansion des Parthes sous le règne de Mithridate, qui remet en fait en cause le traité conclu avec Antiochos III, et qui perturbe la route commerciale vers l'Inde. Sachant que la présence parthe a coupé l'empire séleucide du royaume cousin, on pourrait dire, le royaume gréco-bactrien, qui est en gros dans l'Afghanistan actuel. Alors, il y a d'autres historiens aussi qui considèrent qu'en fait, Antiochos cherche essentiellement à s'assurer, on pourrait dire, la loyauté de la Perside et de l'Élimaïde, voire à renflouer les caisses en pillant quelques sanctuaires, comme son père faisait précédemment. Alors là aussi, c'est des faits assez connus et bien sourcés, pour le coup. C'est qu'en fait, il va, donc avant de mener cette nouvelle anabase, cette nouvelle montée vers le haut pays, il va le célébrer donc près d'Antioche, à Daphné, donc en Syrie actuelle, en 166, des fêtes fastueuses qui ont été narrées par Polybe notamment. Et il cherche en fait à faire concurrence au jeu offert par Polémine en Amphipolis pour célébrer la victoire face aux Macédoniens. Donc c'est des fêtes absolument fastueuses qui pour certains témoignent d'une forme de mégalomanie pathologique. Alors il y a quand même aussi une volonté d'unité, on pourrait dire avant la campagne, et donc ça se manifeste par des cortèges fastueux, des banquets, des jeux de gladiateurs que le roi a appris à apprécier durant son séjour comme otage à Rome. Et c'est aussi l'occasion d'une formidable démonstration de force. 50 000 hommes sont alignés, dont d'ailleurs certains équipés à la romaine, avec en gros infanterie moyenne, avec un bouclier rond, ce qu'on appelle les turéophores. Enfin bref, en tout cas c'est intéressant parce que toutes ces listes de troupes du défilé de Daphné permet de connaître précisément la composition de l'armée séleucide pour l'époque. Alors, inquiet de ces velléités militaires, le Sénat romain envoie une commission à Daphné, et ils sont quand même rassurés par les intentions d'Antiochos, qui cherche pas à avancer ses pions en Occident, mais plutôt en Orient. Mais on peut considérer que voilà, ces fêtes sont bien le prélude à une immense campagne en Orient. Et donc là, en 165, il part pour l'Orient après avoir confié le gouvernement des régions occidentales et la garde de son fils à son vizir et son homme de confiance qui s'appelle Lysias, qui va continuer sa carrière d'ailleurs sous Démétrios, qui va se battre contre les Maccabées. Et il suit le même itinéraire que son père. On peut revenir à la carte précédente, en passant d'abord par l'Arménie, qui avait été placée, on va dire, sous tutelle des Séleucides. Et ensuite, il parvient donc en Médie. Donc là, on est ici, l'Atropatène, au nord de l'Iran. Alors, certaines sources mentionnent qu'il échoue enfin, en tout cas, qu'il tente de piller un temple indigène, et qu'en fait, il meurt de maladie quelque temps après. Donc on pourrait considérer qu'il a été puni de son sacrilège, un peu comme son père, qui a été tué en pillant un temple. Donc ça rappelle un peu la mort de son père, effectivement. Ce qui me donne enfin, c'est un petit peu suspect, parce que d'imaginer que le fils meurt comme le père, ça paraît un petit peu tendancieux. Et donc c'est souvent rejeté, voilà, par beaucoup d'auteurs. Alors, à voir qu'en fait, pour revenir à sa mort, parce qu'on pense qu'il est tombé gravement malade, donc à la fin 164, donc il meurt en Perside, pas loin entre Suse et Persépolis. Il y a plusieurs versions, donc il y a la version, on va dire, historique de la maladie, d'autres qui étaient rapportées par Polybe et Porphyre. Je vous épargne les querelles sur le lieu de sa mort, c'est pas forcément très intéressant. Mais il y a certaines sources aussi, sources juives, qui mentionnent en fait qu'Antiochos serait mort dû à une dépression, après qu'il ait entendu parler des défaites de ses armées face aux Maccabées. Alors il y a aussi une autre tradition, je vous l'évoque à travers cette toile de 1738, donc qui est inspirée en fait du deuxième livre des Maccabées, parce que selon la tradition juive en fait, Antiochos, qui était donc accablé par des maladies mentales, par la dépression, une forme de folie, serait en fait tombé de son char alors qu'il était à vive allure.
Alors il y a aussi une autre tradition qui dit qu'il se serait suicidé en se jetant dans la mer. Bon, évidemment, tout ça porte à caution, on peut supposer qu'il est mort de maladie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes ces morts, en fait, sont une combinaison, on pourrait dire, de motifs grecs et juifs au sujet de l'arrogance des rois et de leur chute spectaculaire. Donc, à voir, en fait, pour revenir au point de la succession, c'est que donc de son mariage avec sa sœur, je l'ai pas évoqué, mais voilà, il y a un mariage hiérogamique, on pourrait dire. Il se marie avec sa sœur Laodicée IV, qui auparavant avait épousé ses frères Séleucos IV et Antiochos dit le Jeune, donc les fils évidemment d'Antiochos III. Donc naissent Antiochos V et Laodicée VI, sauf qu'en fait, une querelle de succession va avoir lieu avec Démétrios, donc qui est son neveu, et qui va donc Antiochos V être rapidement assassiné, et c'est Démétrios, hein, donc son neveu, qui va prendre le pouvoir et qui finalement d'ailleurs sera battu par les Maccabées. Sachant aussi qu'il y a un fils illégitime qui s'appelle Alexandre Balas. Donc tout ça va créer une forme de zizanie, et ensuite ça va aboutir à deux branches chez les Séleucides, pour faire court, et ça va beaucoup affaiblir le royaume. Donc il y a aussi tout à sa suite des querelles dynastiques. Alors, donc pour revenir vraiment rapidement sous forme de bilan, c'est qu'effectivement Antiochos aurait eu un tempérament, on pourrait dire, excessif, peut-être mal avisé, donc largement exploité par les sources juives, parce que il a quand même commis des sacrilèges qui sont restés historiques, hein. Il y a quand même peu de souverains qui ont été capables comme ça de profaner, à part peut-être les Romains évidemment, avec la destruction du temple sous Titus, certes. Mais en tout cas, voilà, il est resté très très célèbre dans l'histoire, comme une forme presque de démon, presque une figure d'antéchrist, comme on retrouvera plus tard dans la religion chrétienne. Et malgré donc tout ça, on peut quand même considérer que c'est un homme d'État qui a une vision à long terme, hein, comme on le voit avec sa tentative d'anabase, qu'on le voit aussi avec ses campagnes en Égypte, et certains le considèrent ni plus ni moins comme le dernier grand roi séleucide, même si son œuvre reste inachevée. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à bientôt.